J'ai combien de temps encore? 5 minutes? D'accord, ça ira. Ça c'est gore Apollo 18 là. À mon avis, tu vois pas trop ça dans le film. Ça avait l'air chiant. Ouais. Toi Le pauvre, il a 5 minutes. Ça tourne. J'ai un peu plus normalement. Ah oui. Après à l'intérieur, tu vois, on a continué à travailler dans l'optique de faire un second film très rapidement. Donc on a développé et des projets en France et des projets aux États-Unis. Il faut savoir que Julien et moi on écrit tous les jours quasiment. On aime vraiment ça, on donne le maximum de chance à chacune de nos idées, donc on développe au maximum. Donc Livide, on avait eu l'idée un jour, donc une sorte de mise en thé un peu à la Scooby-Doo, avec 3 jeunes qui s'y aventurent, qu'est-ce qu'ils vont trouver, etc. Et donc on a fait lire le pitch à nos producteurs de l'intérieur, qui ont bien aimé vraiment, et qui se sont dit ah ouais, essayons de le faire. Donc on a dans un premier temps essayé de monter le film en partenariat avec l'Irlande et les États-Unis. Ça s'est pas fait parce que on n'arrivait pas vraiment à s'entendre sur le scénario, donc on a eu une petite période de disette avant que les producteurs reviennent nous voir en disant bah, faisons le film comme on a fait à l'intérieur, c'est-à-dire en France, pour un budget minime, mais en échange d'une véritable liberté artistique qu'on n'avait plus en faisant le film aux États-Unis par exemple. À l'intérieur et tous les autres films d'horreur français qui sont sortis après étaient vraiment inscrits dans une vraie réalité tangible et voire sociale pour certains, comme Frontières par exemple, voire même Martyr par certains de ses aspects. Et nous avec Julien on voulait vraiment un petit peu se dédouaner de cette nouvelle vague qui est très finalement très axée torture porn et cinéma réaliste. Il n'y a pas de film fantastique en fait, quand tu regardes c'est que des survival réalistes, c'est que des thrillers horrifiques. Donc nous on voulait vraiment, avec Livide, faire un vrai pur film fantastique, ouvertement fantastique, avec des créatures fantastiques, ouvertement assumées comme telles, mais avec un petit côté suranné et passé, tu vois, très années 80. On est des enfants de la génération 80s, tu vois, on est des trentenaires bien tassés. Tu vois, on a grandi avec la VHS, on a connu le règne et la gloire de la VHS et donc la découverte du cinéma américain par le biais de la VHS. Et donc on garde forcément, comme tout le monde, un petit sentiment de nostalgie de cette époque, c'est notre Madeleine de Proust à nous, tu vois. Donc nous on voulait vraiment retrouver un petit peu l'essence des débuts des films des années 80, fin des années 70, début 80, tu vois, c'est pour ça que par exemple il n'y a pas de... On a gommé tout objet moderne du film. Tu vois, par exemple il n'y a pas de portable. C'est pas de problème, pourquoi ils n'appellent pas de LED? Bah non, tu vois, même si on n'en parle pas, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de... Les téléphones, quand on en décroche un, Chloé Colo, c'est un vieux truc à cadran. Les bagnoles, tu vois, on a fait attention à ce qu'il n'y ait aucune bagnole moderne dans le champ, mais c'était des petits détails, sans non plus être complètement focalisé là-dessus, tu vois. Mais on voulait vraiment créer une sorte d'espace-temps, une sorte de bulle intemporelle. On se dit, mais quand est-ce que ça se passe ce film? Défi sur ce film, c'était de mettre le maximum à l'écran avec un budget qui était le même que celui à l'intérieur. Donc tu vois, l'histoire est beaucoup plus ambitieuse et donc on voulait vraiment pas que le film soit cheap ou tu vois, il fallait que ça ait de la gueule, quoi. Et donc on a travaillé sur Livide avec l'atelier CLSFX, l'atelier d'Olivier Afonso, que ce soit des petits maquillages prosthétiques jusqu'aux marionnettes mécaniques, enfin c'est tout son atelier qui a géré tout ça. Et nous on est super contents du résultat, c'est-à-dire que pour le coup on a pris un vrai plaisir à filmer son travail parce que son travail est tellement parfait qu'on peut l'éclairer comme on veut. Parce que très souvent c'est un peu le problème des effets spéciaux, il faut les
éclairés de manière assez maligne, souvent dans le noir, avec des forts contrastes, pour essayer de gommer un peu les imperfections et tout. Avec le travail d'Olivier, c'est génial parce que c'est tellement précis, tellement réaliste qu'on peut faire ce qu'on veut avec, quoi. C'est-à-dire qu'il nous les amène sur le plateau et on fait génial, quoi. Nous, c'est quelque chose qui nous passionne, on adore ça, on adore les effets de plateau. Et on n'est pas trop accro au numérique et on adore vraiment, ça ce que disait tout à l'heure Alex, quoi. On a grandi dans les années 80 et notre culture cinématographique et même notre imprégnation visuelle, en fait, nous c'est le latex, c'est le faux sang, donc c'est vraiment quelque chose nous qu'on adore. Et en plus, ça aide vachement pour les comédiens, enfin voilà, pour l'immersion dans le film. Et donc du coup, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment mis le paquet, quoi. Fouineuse et impatiente comme j'aime. Je te présente Déborah Gessel. Catherine est très impressionnante, tu vois, physiquement, elle fait plus d'1m80. Elle a ce côté très avenant, très débonnaire, mais en même temps elle peut devenir très sèche, très autoritaire, très inquiétante très rapidement. Même si ce côté-là de sa personnalité n'a jamais été vraiment exploité au cinéma, donc c'était d'autant plus intéressant que ça évitait un peu le cliché de prendre par exemple un mec comme Naon. À chaque fois qu'on veut un gros petzouille crasseux, on prend Naon et Joe Prestia, tu vois. Donc ça c'était bien parce que ça évitait un peu le cliché et elle était ravie justement d'aller à l'encontre de son image toute faite de comédienne spécialisée dans les grosses comédies. Et elle a accepté le film en fait essentiellement grâce à cette scène où elle vidange entre guillemets une gamine dans une baignoire. Donc ça elle adorait. C'était ça pour le coup je l'ai jamais fait dans ma carrière d'actrice, tu vois, parce que souvent les acteurs aussi ils ont envie de faire autre chose que faire rire ou faire les cons, tu vois. Donc là pour le coup on lui proposait vraiment un truc très différent. Ça leur offre des perspectives un petit peu, tu vois, de jeu, de montrer des palettes d'émotions un peu différentes de ce qu'ils font d'habitude. Et ça même chez les jeunes acteurs. Et donc écoute, c'est pas trop difficile parce qu'il y a cette curiosité, quoi. Il y a ce côté inconnu, se dire ah putain, c'est vrai que ça peut être marrant de faire un film d'horreur, de faire un film un film qui sort un peu des sentiers battus. Et pour les jeunes, il y a l'excitation évidemment, tu vois, parce que c'est super rigolo de jouer avec des prothèses, avec du faux sang, d'exprimer des sentiments très forts, tu vois, tout de suite. Et puis pour des gens qui ont plus de bouteilles, à l'inverse, c'est retrouver des sensations de jeu qu'ils avaient quand ils ont décidé de faire ce métier, quoi, tu vois. C'est-à-dire de jouer à mourir, tu vois, c'est comme quand on est gamin, qu'on joue aux cow-boys aux Indiens. Enfin, tu vois, il y a un côté vraiment retrouver des sensations de jeu très enfantines, quoi, et de jouer sur une palette d'émotions plus large que dans une comédie, par exemple. C'est quoi cette merde? Je suis obligé d'ouvrir l'iris là parce qu'effectivement il commence à faire nuit. Ça va faire bizarre au montage, mais ça ira. Liliana Cavani, réalisatrice du mythique et controversé Portier de nuit, était présente lors de la dernière édition de l'Étrange Festival. À cette occasion, j'ai pu la rencontrer et l'interview de Liliana Cavani par Crypt Keeper, c'est tout de suite en images. J'aimerais savoir si vous avez l'impression, si vous ressentez dans le cinéma d'après Portier de nuit, si vous voyez l'influence que le film a pu avoir et ce que vous ressentez par rapport à ça. Parto dalla reazione perché il film è uscito prima a Parigi che in Italia e si è creato un grande dibattito culturale molto interessante e quindi ha avuto anche un significato. Qui a Roma, per esempio, in Italia, il problema era il sesso. Quindi è stato censurato, bloccato, vietato ai minori di 18, ma poi anche ritirato per 3 volte, sempre per una questione di sesso. Ora, di tutto si può dire, ma il problema non è il sesso, il problema è casomai il luogo dove avviene questo sesso. E quindi,
tale è l'ignoranza sul male che, cioè, a un certo punto si può anche non vederlo, non capirlo. In Francia, al contrario, è stato un dibattito su questo tema, al punto che i Cahiers du Cinéma mi hanno accusato di aver fatto l'eroe del film, cioè il protagonista, l'eroe del film, no? Anziché un personaggio positivo, un personaggio negativo, quindi era quasi immorale il film a causa di questo. Ecco, era per dire come è difficile prevedere le reazioni di un film, cioè dipende molto dalla cultura di ciascun paese, su cosa prendere, cosa rifiutare di un film. Sulla violenza c'è molto da dire, cioè adesso se ne parla, ma ancora è più tabù la violenza del sesso, noi crediamo il contrario, in realtà è più tabù la violenza, anche perché è come se ci fosse meno attenzione anche da parte delle regole della società, della Chiesa e così via. Il sesso è sempre una cosa invece che eccita la Chiesa, eccita le autorità, eccetera. La violenza, ogni tanto escono degli accadimenti, lì sono accadute violenze tremende, ma penso anche la guerra in Jugoslavia recente, no? Dove sono successe violenze pazzesche. Beh, ci hanno messo una pietra sopra. Quando ho scoperto nel fare il documentario di 4 ore sulla storia del Terzo Reich, perché ho fatto 3 anni, ho fatto documentari e ho fatto 4 ore sul Terzo Reich e non se n'era ancora parlato nel 1965, che ebbe molto successo peraltro. E ho scoperto quanto ero ignorante. Io sono laureata in lettere, in storia, in lettere, letteratura greco e latina. E praticamente conoscevo le guerre del Peloponneso, le guerre puniche, ma praticamente conoscevo poco perché sono cresciuta, ho fatto le scuole nel dopoguerra. E ho capito che non conoscendo, per dire, la storia, si possono pigliare delle grandi cantonate. Cioè sono accadute delle cose che un romanziere non potrà mai inventarsi. Cioè la realtà è potente e prepotente. Salon Kitty me l'hanno proposto a me e ho detto ovviamente di no. Non avrei mai pensato che fosse possibile banalizzare una cosa così importante, che ha bisogno di tanto riflessione, capisci? Et nous vous rappelons que Portier de Nuit est toujours disponible en DVD et Blu-ray chez Whiteside. Je dois à présent vous laisser, mais je vous laisse tout de suite avec quelques mots d'Alejandro Jodorowsky et de son éternelle sagesse. A très bientôt pour de nouvelles interviews. Le nombre de fois que vous avez été refusé, c'était des opportunités. Parce que je pense, dans une époque, j'allais faire rencontrer la Dune. Si j'aurais fait Dune à l'époque, je ne serais pas là. Je serais comme Spielberg, hein, en faisant des millions et en me prostituant dans l'industrie. Parce que Spielberg avait un talent fou. Et maintenant, il est en train de faire Tintin. Rien contre Tintin, non? Mais quel l'a fait, non? Mon Dieu. Je les a fait. Voilà. Allez-y, et n'oubliez pas que Livy est sorti en DVD. Et en VHS et en V2000. Va acheter! Et en Laserdisc, mortel.
Pocket Keeper. Là, c'est celui où c'est sur les fonds.